Casse-toi, tu n'as plus aucune utilité ici. » La voix glaciale de sa belle-mère a transpercé Kendria alors qu'elle serrait sa fille contre elle, ignorant qu'elle venait d'hériter d'un empire de 500 Melleru. Humiliée, couverte de neige et trahie par son mari, ainsi que par la maîtresse enceinte, elle a été chassée comme un poids mort. Ce qu'il ne savait bien pas, c'est que cette nuit-là allait marquer la naissance d'une femme que rien ne pourra arrêter. Son retour, une tempête annoncée. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, dites-moi d'où vous suivez l'histoire. Kendria Morrow avait toujours cru qu'une famille pouvait devenir un refuge si l'on aimait avec assez de sincérité. Elle n'avait que 28 ans, mais son regard portait la fatigue d'une femme qui avait trop pardonné. Depuis la naissance prématurée de sa fille Amara, son corps restait faible et chaque mouvement lui rappelait la douleur de sa cicatrice encore sensible. Pourtant, alors qu'elle avançait dans le froid mordant de l'hiver, elle ne pensait qu'à protéger son bébé et à rentrer dans ce qui était censé être son foyer. Le taxi s'éloigna en laissant des traces dans la neige fraîche. Kendria serra Amara contre elle, entendant la respiration légère de l'enfant qui dormait sous les couches de couverture. Devant le portail du domaine Dupré, elle aperçut immédiatement ses 2 valises abandonnées au milieu de la cour, comme des objets sans propriétaire. Elles étaient recouvertes d'une fine couche de neige, et cette vision éveilla une inquiétude sourde dans sa poitrine. Elle franchit le portail avec précaution. Le vent était glacé, et ses jambes y tremblaient sous l'effort. Elle espérait encore, malgré le malaise croissant, que tout cela n'était qu'un malentendu. Peut-être que Laurent avait fait poser ses affaires là pour les sécher, ou pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ne voulait pas imaginer autre chose. En ouvrant la porte d'entrée, la chaleur de la maison la frappa au visage. Le contraste avec le froid extérieur la fit frissonner, mais ce n'était pas seulement à cause de la température. La scène qui se trouvait devant elle lui coupa le souffle. Dans le salon, un feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Sur le canapé, Laurent, son mari, était assis et massait les pieds d'Odélise, une jeune femme blonde au ventre rond, qui affichait un sourire satisfait. Élise leva légèrement la tête, surprenant l'arrivée de Kendria, puis esquissa une expression amusée et cruelle. Madame Dupré, assise dans son fauteuil préféré, tourna lentement les yeux vers Kendria avec un dégoût à peine dissimulé. Sa voix tranchante résonna immédiatement dans la pièce. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? On aurait dû changer les serrures. » Kendria sentit son cœur se contracter. Elle resta immobile quelques secondes avant de trouver la force de parler. « Je viens de sortir de l'hôpital. Je pensais que je pouvais rentrer. » Laurent se leva avec une lenteur exagérée, comme s'il avait été interrompu dans un moment sacré. Il prit un dossier posé sur la table basse et s'approcha d'elle. « C'est fini, Kendria. Tu n'es plus utile à personne. Ici, signe les papiers et épargne-nous une scène. » Il lança le dossier contre sa poitrine. Sous le choc, Kendria faillit perdre l'équilibre et Amara remua légèrement dans ses bras. Un billet tomba à ses pieds. Laurent le désigna d'un geste impatient. « Tiens, 10 €. C'est assez pour un ticket de bus. Va vivre dans un quartier qui te ressemble. » Les mots étaient violents et laissaient une cicatrice invisible. Kendria leva les yeux vers lui, cherchant une explication qu'elle espérait encore moins cruelle. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Madame Dupré éclata d'un rire sec et méprisant. Elle tapota le bras de son fauteuil avant de répondre. « Parce que tu ne sers plus à rien. Il y a 3 ans, j'ai eu un scandale ridicule avec cette journaliste idiote qui m'a accusé de racisme. Pour sauver l'image de la famille, il fallait une preuve de modernité et de tolérance. Tu étais parfaite pour ce rôle. Une petite épouse noire provenant d'un milieu modeste. Un symbole idéal, presque touchant. » Elle se pencha légèrement en avant, les yeux pétillants d'une satisfaction arrogante. « Mais maintenant tout est oublié.
Nos actions sont remontées, notre réputation est impeccable, et Élise attend un garçon. Tu n'as plus aucune valeur. » Les mots la transpercèrent. Kendria se sentit glacée de l'intérieur, malgré la chaleur de la cheminée. Élise caressa son ventre avec ostentation, comme pour souligner sa victoire. Laurent, lui, observait la zen sans une once de remords. Kendria resserra son étreinte autour d'Amara. « Vous ne pouvez pas me mettre dehors, pas comme ça, pas avec un bébé qui sort de l'hôpital. » Laurent haussa les épaules. « Tu peux signer ou nous irons au tribunal. Un entrepreneur blanc contre une mère célibataire sans emploi. Devine à qui on donnera la garde. » Madame Dupré se leva et attrapa la pelle à neige posée près de l'entrée. Kendria recula instinctivement, mais c'était trop tard. Madame Dupré ouvrit la porte d'un geste brusque, ramassa de la neige fraîche et lui lança le tout au visage. La neige glacée heurta sa peau et celle d'Amara. La petite gémit faiblement. « Dehors !» cracha la vieille femme. « Va jeter ta malchance ailleurs. » Le monde de Kendria s'effondra en silence. Elle n'eut plus la force de répondre. La seule chose qui importait était de maintenir sa fille en sécurité. Elle fit demi-tour, prit ses valises trempées et avança dans la tempête, le cœur brisé, mais les bras fermement serrés autour d'Amara. La neige tombait avec une violence silencieuse, tandis que Kendria avançait difficilement le long de la route. Ses bras serraient Amara contre elle pour empêcher le froid de pénétrer la couverture. La fatigue l'envahissait à chaque pas, mais elle continuait par instinct, comme si la seule force qui lui restait provenait de son rôle de mère. Elle voulait atteindre le petit abri en métal près de l'arrêt de bus. Elle pensait qu'elle pourrait au moins s'asseoir quelques minutes pour reprendre son souffle. La douleur de sa cicatrice chirurgicale la tirait à chaque mouvement et lui rappelait qu'elle n'aurait jamais dû marcher par ce temps. Lorsqu'elle arriva enfin près du banc couvert de givre, ses jambes cédèrent presque sous son poids. Elle sentit ses doigts s'engourdir malgré les gants mouillés. Amara émit un faible gémissement, ce qui suffit à raviver un élan de panique dans la poitrine de Kendria. Elle regarda autour d'elle, espérant voir un chauffeur de bus, une silhouette familière, ou même un voisin qui pourrait l'aider, mais la rue demeurait vide. Le vent sifflait contre les panneaux métalliques et lui rappelait qu'elle était seule. Elle s'assit lentement, craignant que le froid du banc traverse la couverture qu'elle avait posée entre elle et le métal. Elle tenta de calmer sa respiration, mais chaque bouffée d'air glacé lui brûlait la gorge. Elle posa sa joue contre la tête d'Amara et murmura d'une voix tremblante « Je suis là, ma petite, je ne te laisserai pas tomber. » Ces mots étaient autant pour l'enfant que pour elle-même. Ses yeux se remplirent pour de larmes. La trahison de Laurent la frappait à retardement. Elle avait cru en lui avec une naïveté qu'elle n'osait plus se pardonner. Elle revoyait les soirées où il lui parlait de projets à deux, les moments où il lui promettait que leur famille serait heureuse, et les regards doux qu'elle pensait réels. Tout cela semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Elle se rendait compte que son cœur n'avait pas encore accepté la vérité. Le bruit d'un moteur lointain brisa soudain le silence de la rue. Une voiture approchait lentement. Les phares éclairèrent hors la neige en créant un halo blanc autour de la silhouette de Kendria. Elle se redressa, incertaine de ce qu'elle devait penser. Le véhicule s'arrêta devant elle. La porte arrière s'ouvrit dans un léger souffle, dévoilant un homme d'une cinquantaine de ans, vêtu d'un manteau sombre. Son visage exprimait une inquiétude calme et une certaine autorité. « Madame Moreau ?» demanda-t-il d'une voix douce mais assurée. Kendria hésita. Elle ne connaissait pas cet homme, et l'inquiétude se mélangeait à la méfiance. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » L'homme s'inclina légèrement. « Je suis maître Renard, avocat de votre grand-mère paternelle, Madame Gisèle Moreau. Je suis venu vous chercher. » Kendria cligna des yeux, confuse. Elle avait à peine connu son père, encore moins la famille dont il provenait.
Elle n'avait jamais entendu parler d'une grand-mère qui s'intéresserait à elle. « Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant ?» Maître Renard observa Amara, puis le visage épuisé de Kendria. « Je vous expliquerai tout en détail dans un endroit au chaud. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous êtes en danger, et votre fille aussi. Permettez-moi de vous aider, je vous en prie. » Le ton sincère de l'avocat lui fit baisser la garde. Elle monta dans la limousine avec précaution. La chaleur intérieure la surprit et la soulagea immédiatement. Amara s'endormit contre sa poitrine. La porte se referma en isolant le monde extérieur. Pendant le trajet, elle regardait Maître Renard du coin de l'œil. Il semblait respectueux, sans tenter de briser le silence trop tôt. Lorsqu'elle se sentit un peu plus en sécurité, elle demanda enfin « Pourquoi ma grand-mère a envoyé quelqu'un? Je ne l'ai jamais rencontré. » Maître Renard hocha lentement la tête. « Votre grand-mère était une femme extrêmement influente dans l'immobilier européen. Elle s'est fâchée avec votre père lorsqu'il a quitté la famille pour suivre sa propre voie. Il est parti sans jamais revenir et a refusé qu'elle vous contacte. Pourtant, elle n'a jamais cessé de vous suivre de loin. Elle connaissait votre vie, vos difficultés, vos réussites et votre mariage. Elle savait que vous aviez besoin de protection. » Kendria sentit sa gorge se serrer. « Elle est encore en vie? » ?»« Non, » répondit doucement Renard. « Elle était décédée il y a 2 semaines, mais elle a laissé un testament très clair. Vous êtes son unique héritière. Vous devenez donc propriétaire du groupe Moreau et bénéficiez d'une succession de 500 millions d'euros. » Le choc fut si intense que Kendria resta immobile. Ce chiffre lui semblait irréel. Elle pensa immédiatement à Amara, à sa sécurité, à ses soins médicaux. Elle sentit une part d'elle-même vouloir se laisser porter par le soulagement, mais une autre part pleurait encore la trahison qu'elle avait subie. La limousine s'arrêta devant une clinique privée. Maître Renard l'accompagna jusqu'à une chambre préparée pour elle. Les médecins prirent Amara pour des examens de routine. Kendria se retrouva enfin assise sur un lit propre, sous une lumière douce. Renard s'approcha. « Vous avez désormais le pouvoir de vous reconstruire et celui de vous défendre. » Kendria regarda sa fille à travers la vitre de la nurserie. Son regard se fixa sur le reflet de son propre visage. La douleur y était toujours présente, mais quelque chose de nouveau s'ajoutait. Une détermination fragile, mais réelle. « Je ne veux pas les écraser avec de l'argent, » dit-elle calmement. « Je veux qu'ils paient Zone parce que la vérité éclatera. Je veux récupérer mon honneur. » Maître Renard inclina la tête avec respect. « Alors ce sera notre objectif. » 2 mois avaient passé depuis la nuit où Kendria avait été rejetée par sa belle famille. La convalescence avait été lente, mais sa volonté de se reconstruire avait guidé chaque journée. Elle s'était installée dans un appartement discret appartenant au groupe Moreau. Elle y vivait avec Amara, qui gagnait peu à peu en force. La maternité lui donnait de nouvelles raisons de rester debout, mais c'était la trahison qu'elle avait subie qui nourrissait sa détermination profonde. Son apparence avait changé. Ses cheveux bouclés, autrefois négligés à cause du stress constant, avaient repris leur volume naturel. Elle les portait maintenant avec soin, comme un symbole de dignité retrouvée. Ses vêtements n'étaient pas luxueux, mais choisis avec goût. Elle suivait des cours de gestion et de communication avec des spécialistes du groupe Moreau. Maître Renard supervisait ses progrès. Il demeurait une présence tranquille dans sa vie, un guide plutôt qu'un décideur, laissant à Kendria le temps de comprendre qu'elle avait désormais le droit de décider. Un matin, alors qu'elle travaillait sur des documents de formation, Renard entra dans la pièce avec une expression sérieuse mais encourageante. « Le conseil d'administration du groupe Moreau souhaite que vous commenciez à apparaître plus souvent dans les réunions. Vous êtes la présidente légale. Il est temps que votre nom soit visible. » Elle baissa les yeux vers Amara, qui dormait dans un berceau près de la fenêtre. «
Je veux être prête lorsque je me montrerai. Je ne veux pas faire un pas de travers. Renard répondit calmement. Vous êtes plus prête que vous ne le pensez, et votre humilité vous protège mieux que n'importe quel titre. Pendant ce temps, la famille Dupré traversait une période chaotique. Les journaux rapportaient dernier des accusations visant leur marque de vêtements, soupçonnés d'avoir exploité des travailleurs immigrés pour réduire les coûts de production. Laurent tentait de minimiser l'affaire, mais les preuves s'accumulaient. Madame Dupré faisait pression sur les équipes de communication pour qu'elles détournent l'attention. Élise vivait avec la peur constante que son statut de maîtresse enceinte perde de la valeur, surtout parce que Laurent refusait toujours d'officialiser leur relation. Elle se promenait dans la maison avec une attitude triomphante, mais les disputes se multipliaient. Renard présenta à Kendria un dossier important. Nous pouvons entrer en scène discrètement. Une société affiliée au groupe Moreau, Delmont Investissement, pourrait proposer un soutien financier à la marque Dupré. Ils ont besoin d'argent et d'un appui public. Cela nous permettrait de les approcher sans révéler votre identité. Kendria comprit immédiatement les enjeux. Vous voulez dire qu'ils tomberont dans le piège eux-mêmes. Ils croiront recevoir de l'aide, mais ce sera nous qui contrôlerons les conditions. Renard confirma d'un signe de tête. Exactement. Et il existe une condition essentielle pour que ce soutien soit accordé. Ils doivent organiser un gala caritatif célébrant les valeurs familiales et montrer au public que leur divorce avec vous se déroule dans le respect et l'harmonie. Kendria ressentit un mélange d'ironie et de satisfaction. Ils devront me supplier d'être présente. Et ils le feront, répondit Renard. L'appel tant attendu arriva quelques jours plus tard. Kendria venait de coucher Amara lorsqu'elle vit le nom de Laurent s'afficher sur son téléphone. Elle inspira profondément avant de décrocher. « Allô ?» La voix de Laurent était mielleuse, presque artificielle. « Kendria, j'espère que tu vas bien. Nous organisons un grand événement caritatif très important pour l'entreprise. J'aimerais que tu viennes. Ce serait l'occasion de montrer que tout se passe bien entre nous. » Elle serra le tissu de sa robe pour contrôler le tremblement de sa main. « Pourquoi serais-je invitée à un événement de votre famille? Je n'en fais plus partie. Nous pouvons t'offrir une compensation, un soutien pour Amara. Tu n'aurais qu'à sourire, dire quelques phrases, montrer que nous restons en bons termes. » Elle resta silencieuse quelques secondes avant de répondre avec une douceur étudiée. « Si cela peut aider Amara, je peux faire un effort. » Laurent sembla soulagé. « Parfait, nous t'enverrons les détails. » Lorsque l'appel prit fin, Renard entra dans la pièce. Elle lui annonça la nouvelle. Il la regarda avec admiration. « Vous jouez parfaitement votre rôle. Il ne se doute de rien. » Kendria sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Elle n'éprouvait plus la même douleur qu'autrefois. Quelque chose de plus solide prenait sa place. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'était plus la femme fragile, abandonnée dans la neige. Elle préparait sa première attaque silencieuse. Le jour suivant, elle se rendit chez un photographe professionnel recommandé par Renard. Elle posa pour des portraits destinés à ses futurs communiqués en tant que dirigeante. Le photographe, un jeune homme nommé Lucas, lui demanda « Souhaitez-vous transmettre une émotion particulière ?» Elle répondit « La force tranquille. » Plus tard, lorsqu'elle regarda les photos sur l'écran, elle se surprit à se reconnaître. Elle vit une femme droite, digne et résolue. Une femme qui ne demandait plus la validation de ceux qui l'avaient humiliée. Dans le même temps, Laurent, Élise et Madame Dupré se déchiraient en coulisses. Ils ne savaient d'abord pas que la personne qu'ils avaient méprisée préparait une stratégie qui les obligerait à se mettre en scène eux-mêmes. Ils ignoraient qu'ils avançaient vers une version d'eux-mêmes qu'ils ne pourraient pas plus contrôler. Kendria observa la ville depuis sa fenêtre ce soir-là. Elle caressa la tête d'Amara et murmura « Cette fois, c'est moi qui décide. » Les jours précédant le gala avaient plongé Kendria
dans une concentration nouvelle. Elle savait que le moindre faux pas pourrait compromettre tout ce qu'elle construisait. Son appartement devenait un centre de préparation discret où elle et Maître Renard échangeaient dossiers, stratégies et témoignages. Leur objectif n'était pas de nuire pour le plaisir, mais de révéler la vérité avec une précision chirurgicale. Un après-midi, Renard arriva avec une pochette remplie de documents. Il posa le tout sur la table et déclara : « Nous avons enfin reçu les résultats des investigations concernant Élise. Ce que nous avons trouvé va éclairer plusieurs zones d'ombre. » Kendria s'assit et ouvrit la pochette. Elle y découvrit des relevés bancaires, des courriels imprimés et des copies de contrats. Elle fronça les sourcils en lisant les montants. Elle a contracté des dettes de jeu importantes. Et ce n'est que la surface, précisa Renard. Elle a là également tenté d'extorquer un précédent compagnon. Il semble qu'elle utilise les grossesses comme moyen de pression. Dans certains cas, les tests ADN ont prouvé que les enfants n'étaient pas de ses partenaires officiels. Kendria referma lentement le dossier. Elle éprouva un mélange de dégoût et de lucidité. Elle n'aime pas Laurent. Elle ne l'a jamais aimé. Elle veut seulement assurer sa sécurité financière. Renard s'assit en face d'elle et observa son expression. Et Laurent n'a jamais souhaité la vérité. Il préfère l'illusion. Kendria hocha la tête. Elle savait que Laurent ne voyait que ce qu'il voulait dévoir. Il avait toujours fui les responsabilités et suivi la solution la plus confortable. Elle inspira profondément. « Je dois la rencontrer. Elle ne peut pas encore savoir que je connais tout cela. Je dois comprendre ce qu'elle pense de leur situation et je dois la déstabiliser suffisamment pour qu'elle commette des erreurs. »« Je peux organiser cela, » répondit Renard. « Choisissez un lieu public. Ce sera plus simple pour vous et plus prudent. » Kendria fixa un instant le berceau d'Amara, qui dormait paisiblement. Chaque décision qu'elle prenait tournait autour de cet enfant qu'elle voulait protéger. Elle se leva avec détermination. Un café, un endroit simple. Elle ne saura pas comment réagir si je me présente avec calme. La rencontre eut lieu 2 jours plus tard. Le café se situait dans une rue animée, suffisamment fréquentée pour éviter toute confrontation excessive. Kendria arriva la première. Elle portait une tenue élégante mais sobre, une robe crème et un manteau beige, et avait attaché ses cheveux avec soin. Elle voulait paraître irréprochable, non pour impressionner Élise, mais pour affirmer son contrôle. Élise arriva avec quelques minutes de retard. Elle portait une tenue voyante, un manteau en fausse fourrure et un sac de marque. Elle avança d'un pas assuré vers la table. Elle regarda Kendria avec un sourire supérieur. « Je ne pensais pas que tu aurais le courage de me rencontrer. » Kendria la salua d'un ton neutre. « Merci d'être venue. Je voulais seulement récupérer quelques affaires que j'ai laissées chez vous. » Élise s'assit en croisant les bras. « Laurent m'a dit que tu viendrais au gala. J'espère que tu ne vas pas gâcher la soirée. Ce serait dommage que tu te ridiculises encore une fois. » Kendria garda son calme. Elle observa chaque geste, chaque nuance du visage d'Élise. Elle savait que la moindre provocation pourrait servir son plan. « Je n'ai aucune intention de créer un problème. Je veux simplement que tout se déroule sans tension. Laurent m'a proposé un accord. » L'expression d'Élise changea. Une inquiétude subtile traversa ses yeux. « Quel genre d'accord ?» Kendria posa une main sur sa tasse de thé, jouant la vulnérabilité. « Il m'a promis une aide financière pour Amara. Je me suis dit qu'il devait être très généreux maintenant qu'il va fonder une nouvelle famille. Surtout que, lors du mariage, j'ai dû signer un contrat prénuptial qui m'interdisait toute part de ses biens. Laurent peut parfois être imprévisible. » Le visage d'Élise perdit légèrement sa couleur. « Un contrat prénuptial ? » ?»« Oui, » continua Kendria d'un ton innocent. « Je ne sais pas s'il t'en a parlé. C'était très strict, très protecteur pour lui. Si j'étais toi, je lirais tout avec attention. Laurent peut cacher beaucoup plus qu'il n'y paraît. »
Élise resta silencieuse quelques secondes, manifestement perturbée. Puis elle tenta de retrouver son assurance. « Je n'ai pas de raison de m'inquiéter. Laurent n'a rien à me cacher. » Kendria ménagea un silence parfaitement calculé. Elle regarda Élise droit dans les yeux. « Alors tant mieux pour toi. » Ces quelques mots, prononcés avec une apparente bienveillance, avaient d'uni la force d'une fissure. Élise détourna le regard et termina rapidement son café. Elle prit son sac et se leva. « Je dois y aller, j'ai des choses à vérifier. » Lorsqu'elle quitta le café, elle ne masqua plus son agitation. Kendria l'observa quelques secondes avant de rassembler ses affaires. Elle sut alors qu'une graine avait été plantée. Élise retournerait chez les Dupré, fouillerait partout, questionnerait Laurent et créerait des tensions que personne ne pourrait ignorer. Le soir même, Renard l'appela. « Nous avons reçu un message de Laurent. Il semble très agité. Élise l'aurait accusé de lui mentir. Votre stratégie fonctionne. » Kendria regarda Amara dormir et sentit une sérénité nouvelle. « Ce n'est que le début. Ils vont se détruire eux-mêmes. Je n'aurai qu'à éclairer la scène. » Le soir du gala arriva plus vite que Kendria ne l'avait anticipé. La veille encore, elle s'était demandé si elle serait prête à affronter ces personnes qui lui avaient arraché toute dignité. Pourtant, lorsqu'elle s'observa dans le miroir de la suite d'hôtel où Renard avait réservé une chambre pour elle, elle réalisa qu'elle n'éprouvait plus la même douleur qu'autrefois. Elle portait une robe longue couleur rouge bordeaux qui épousait délicatement sa silhouette. Le tissu, satiné et fluide, mettait en valeur sa peau sombre et lumineuse. Ses cheveux formaient une cascade de boucles soigneusement définies autour de son visage. Elle se tint droite, sans trembler, comme si le reflet dans le miroir lui appartenait enfin. Maître Renard entra dans la pièce. Il portait un costume sombre qui soulignait son allure tranquille et méthodique. « Vous êtes prête ?» dit-il avec une assurance sincère. Kendria hocha la tête. « Je ne vais pas fuir. Je suis fatigué de leur laisser le pouvoir. » Renard sourit légèrement. « Très bien. Cette soirée n'est qu'une première étape. N'oubliez pas que vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes dit pas celle qui doit jouer un rôle. » Le trajet en voiture jusqu'au lieu de réception se fit dans un silence maîtrisé. La façade du bâtiment scintillait sous les projecteurs et une file de journalistes attendait l'arrivée des invités. Kendria inspira profondément avant de descendre de la voiture. Les flashs crépitèrent. Elle sentit l'air froid contre ses épaules, mais elle ne frissonna pas. Elle avança avec une lenteur maîtrisée et une dignité que personne ne pourrait plus lui enlever. À l'intérieur, le salon d'honneur avait été décoré avec extravagance. Les colonnes étaient recouvertes de guirlandes lumineuses et des tables rondes entouraient une grande scène centrale. Les invités discutaient d'une voix feutrée. Lorsque Kendria entra, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Certains reconnurent Pali, l'ancienne épouse de Laurent, et murmurèrent. D'autres ne voyaient qu'une femme élégante et mystérieuse. Madame Dupré se tenait près d'un groupe de mécènes. Elle portait une robe bleu nuit et affichait un sourire figé. Lorsqu'elle aperçut Kendria, son visage perdit sa couleur. Elle serra le bras d'une invitée pour ne pas perdre l'équilibre. Son regard exprimait une colère glaciale qu'elle tentait de dissimuler. Élise, en revanche, ne réussit pas à masquer sa jalousie. Elle avança vers Laurent d'un pas brusque. « Tu m'avais dit qu'elle viendrait discrètement. Elle attire toute l'attention. » Laurent lui fit signe de se calmer, mais il n'était pas plus serein. Il aperçut Kendria et s'approcha d'elle d'un pas rapide. « Tu aurais pu prévenir que tu viendrais habillée comme ça, » murmura-t-il. Kendria lui répondit sans perdre son sourire. « Je croyais que tu voulais que je sourie et que je sois présentable. Je me suis contenté d'obéir. » Laurent lui tendit une petite enveloppe blanche. « Voici ce que je t'avais promis, pour Amara. » Kendria ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2000 €. Elle leva les yeux vers lui.
Mon prix semble avoir légèrement augmenté. Tu aurais pu te donner plus de mal. » Laurent pâlit. « Ne commence pas, Kendria. Ce soir doit se dérouler parfaitement. »« Alors veille à ce que ce soit le cas, » répondit-elle calmement. Élise arriva, fulminante. Elle posa une main possessive sur le bras de Laurent. « Tu peux rester loin de lui, s'il te plaît? Notre enfant n'a pas besoin de ton énergie négative. » Kendria observa quelques longues secondes le ventre arrondi d'Élise. Elle pensa à tout ce qu'elle avait découvert à son sujet, mais elle n'en laissa rien paraître. Elle se contenta de répondre. « Je suis venue pour le gala, pas pour lui. » Élise leva la main brusquement, prête à frapper. Le geste fut si rapide que plusieurs invités se retournèrent. Mais Kendria attrapa son poignet avant que la main ne touche son visage. Le mouvement fut fluide, presque naturel, et pourtant chargé d'une force maîtrisée. Elle se pencha légèrement vers Élise et murmura d'une voix suffisamment audible pour Laurent et Renard qui venaient comme d'arriver. « Fais attention à ton enfant, surtout si tu as encore des dettes de jeu à régler avant sa naissance. » Élise devint livide. Laurent lança un regard paniqué autour de lui. « Tu veux quoi exactement ?» demanda-t-il à voix basse. Kendria relâcha le poignet d'Élise et répondit avec un calme glacial. « Rien, pas encore. » Le malaise s'installa autour d'eux. Élise se détourna brusquement et s'éloigna pour éviter de perdre la face. Laurent lui jeta un regard noir avant de suivre Élise, laissant Kendria seule quelques instants. Renard approcha et lui glissa. « Très bien, vous avez placé la tension où il fallait. Ils vont passer la soirée à surveiller leurs propres mensonges. » Kendria respira profondément. Elle n'éprouvait ni satisfaction cruelle, ni tremblement de peur. Elle ressentait seulement la certitude tranquille de quelqu'un qui reprenait sa place dans une histoire que les autres avaient tenté d'écrire à sa place. La soirée continua, et les regards sur elle se multipliaient. Certains étaient admiratifs, d'autres curieux, d'autres encore méfiants. Kendria marchait entre les tables avec une grâce délibérée, consciente que tout était un prélude à ce qui l'attendait sur scène. Le maître de cérémonie annonça que le discours de Laurent aurait lieu dans quelques minutes. Kendria serra doucement son clutch dans sa main. Le moment de vérité approchait, mais elle ne tremblait pas. Elle savait qu'elle avait l'avantage désormais. Ce soir n'était pas celui de Laurent. Ce soir, les ficelles étaient dans ses mains. Le maître de cérémonie se plaça au centre de la scène et demanda aux invités de rejoindre leur table. Le brouhaha commença à s'atténuer. Laurent avançait vers le podium avec une confiance feinte. Son costume parfaitement ajusté ne parvenait pas à masquer la tension dans ses épaules. Il lança un regard rapide vers Élise, qui lui sourit d'un air crispé, puis vers Madame Dupré, qui imitait la bienveillance devant les caméras. Pourtant, aucune façade ne pouvait effacer la peur qui les habitait depuis l'arrivée de Kendria. Renard se tenait près du mur latéral de la salle, les bras croisés avec discrétion. De là, il observait les techniciens déjà prêts, chacun au bon emplacement selon les instructions secrètes qu'il avait transmises. Il jeta un regard vers Kendria pour s'assurer qu'elles étaient sereines. Elle répondit par un léger signe de tête. Laurent s'empara du micro. Il afficha un sourire chaleureux, comme s'il maîtrisait parfaitement la soirée. « Mesdames et messieurs, merci d'être présents à ce gala exceptionnel. Ce soir, nous célébrons les valeurs de solidarité, d'amour et de famille. » Kendria sentit un frisson parcourir son dos. Elle observait attentivement chaque mot qu'il prononçait. Elle savait que chacun de ses mensonges la rapprochait du moment où la salle découvrirait son véritable visage. Elle tenait son petit clutch dans une main et son autre main reposait calmement le long de sa robe. Laurent poursuivait son discours. « Je voudrais remercier sincèrement une personne très spéciale pour sa présence ce soir, une femme qui a partagé un chapitre important de ma vie et avec qui je souhaite maintenir une relation harmonieuse et respectueuse. » Il leva légèrement la main vers la table où elle se trouvait.
Kendria Moreau, merci d'être ici. » Une vague de murmures traversa la salle. Les journalistes braquèrent les caméras sur elle. Kendria se leva avec une grâce tranquille. Elle avança entre les tables sans jamais détourner le regard. Laurent lui tendit la main lorsqu'elle monta sur scène. Elle l'ignora et prit place devant le micro. « Merci », dit-elle simplement. Laurent, légèrement déstabilisé, lui remit une feuille contenant le discours qu'il avait rédigé pour elle. Elle la regarda sans la prendre. « Je vais parler avec mes propres mots. » Un mouvement agité parcourut le visage de Laurent. « Kendria, ce n'est pas nécessaire, » chuchota-t-il. « Si, » répondit-elle doucement mais fermement. Elle fit face au public. Sous les projecteurs, sa peau brune semblait rayonner. Son cœur battait vite mais régulièrement. Elle inspira profondément. « Il y a 2 mois, j'ai été mise à la porte de ce que je croyais être ma famille. Jadis, j'avais confiance. Je pensais qu'un mariage signifiait soutien, respect et amour. Je pensais que la naissance prématurée de ma fille nous rapprocherait. » Les invités l'écoutaient dans un silence complet. Elle sortit le billet de 10 € de son clutch et le leva entre ses doigts. « On m'a donné ceci. On m'a dit que c'était suffisant pour acheter mon départ et celui de mon enfant. On m'a dit que ma valeur équivalait à un billet froissé. » Laurent sentit la sueur glisser le long de sa nuque. « Arrête, » murmura-t-il à mi-voix. Kendria continua. « Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Ce soir, je veux montrer ce que certaines familles cachent derrière leur discours parfait. » À cet instant précis, Renard fit un léger geste vers le technicien principal. Les lumières se tamisèrent d'un coup. Laurent se retourna vivement. « Qu'est-ce que vous faites ?» La réponse n'eut pas le temps d'arriver. L'écran géant derrière eux s'alluma. Les premières images apparurent. Il s'agissait de l'enregistrement de la caméra de sécurité du manoir Dupré. Le vent soufflait fort dans la vidéo. On y voyait Kendria, épuisée, tenant Amara dans ses bras, debout devant la porte. Puis venait la boucle où les valises étaient lancées dans la neige. Madame Dupré surgissait avec un rictus de mépris. Et enfin, le geste brutal. La pelle remplie de neige froide s'abattait sur Kendria et son bébé. Le son du choc résonna dans toute la salle grâce au système audio. Un cri d'indignation traversa la foule. Plusieurs invités se levèrent. Des journalistes commencèrent déjà à filmer leurs écrans. Laurent tenta d'intervenir. « C'est un montage, éteignez ça immédiatement !» La vidéo continua. On y entendait clairement sa voix dire « Un ticket de bus te suffira, pars au plus vite !» Madame Dupré tenta de se lever pour se diriger vers l'assassine, mais les gardes de sécurité la retinrent. « Lâchez-moi, elle détruit tout !» cria-t-elle, mais sa voix se brisa. Le visage d'Élise devint pâle comme la cire. Elle recula de quelques pas, réalisant que plus rien ne pourrait être caché. Lorsque la vidéo prit fin, Kendria reprit la parole. Sa voix ne tremblait pas. « Je ne veux pas de vengeance aveugle. Je veux seulement que le monde voie ce que j'ai vécu. Je veux que la vérité parle à ma place. » Elle posa le billet de 10 € sur le pupitre, puis marcha lentement vers les marches de la Sorsène. Personne n'osa l'arrêter. Elle descendit avec la dignité d'une femme qui venait de reprendre sa voix. Renard l'attendait à côté de la scène. Il lui adressa un regard respectueux. « Vous venez de changer l'histoire. » La salle resta figée quelques secondes après la fin de la vidéo. Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Puis, comme un orage soudain, des réactions éclatèrent de toutes parts. Les invités se levèrent, certains indignés, d'autres stupéfaits. Les journalistes s'approchèrent de la scène avec leurs téléphones et leurs caméras allumées. Les mécènes chuchotaient entre eux en échangeant des regards horrifiés. Plus personne ne parlait de charité ou de valeurs familiales. Madame Dupré fut la première à perdre son sang-froid. Elle repoussa les gardes de sécurité, mais ceux-ci restèrent fermes. « Laissez-moi passer !»
Elle ment, c'est une manipulatrice, hurla-t-elle, mais sa voix craquait sous la panique. Son visage, habituellement figé dans la hauteur sociale, se déformait dans une expression que personne ici ne lui avait jamais vue. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait de se frayer un chemin vers le micro pour reprendre le contrôle de la situation, mais les journalistes l'encerclèrent immédiatement avec des questions. « Madame Dupré, avez-vous vraiment agressé votre belle-fille? Est-ce vous dans la vidéo? Comment justifiez-vous cela alors que votre entreprise prône l'inclusion? » Elle recula, étouffée par la pression. Elle comprit que son image parfaite venait de se désintégrer devant toute la haute société. Laurent, quant à lui, semblait vidé de toute force. Il se tourna vers Kendria d'un air désespéré. « Tu ne comprends pas ce que tu viens de faire. Tu détruis tout ce que j'ai construit. » Kendria le regarda sans colère. « Je n'ai rien détruit. Vous vous êtes détruisant seul. Je n'ai fait que montrer ce que vous étiez réellement. » Laurent voulut répliquer, mais un groupe d'investisseurs arriva, furieux. L'un d'eux, un homme en costume gris, le saisit par le bras. « Vous nous avez menti. Nous avons mis de l'argent dans une entreprise qui se prétendait exemplaire. Vous nous avez exposés à un scandale monumental. » Élise, elle, semblait incapable de bouger. Elle se tenait à quelques mètres de la scène, les yeux écarquillés, la main posée sur son ventre qui ne semblait soudain plus si précieux. Les murmures autour d'elle devenaient de plus en plus menaçants. Une femme la pointa du doigt. « C'est elle, la nouvelle compagne. On disait qu'elle manipulait Laurent depuis des mois. » Élise sentit ses jambes faiblir. Elle tenta de rejoindre la sortie, mais fut stoppée par un homme qui la reconnut. « Je vous connais. Vous m'avez escroqué à Marseille. » Il la photographia, tandis qu'elle paniquait. Elle mit la main devant son visage. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Laissez-moi tranquille. » À cet instant, Maître Renard monta calmement sur scène. Il prit le micro avec une assurance qui contrastait avec le chaos ambiant. « Permettez-moi d'ajouter une dernière information importante, » déclara-t-il d'une voix posée. La salle se tourna immédiatement vers lui. « Je suis l'avocat de Madame Kendria Moreau, héritière légitime du groupe Moreau, qui vient d'acquérir 51% des parts en souffrance de la société Dupré. À compter de ce soir, elle est donc juridiquement et financièrement la principale décisionnaire de votre entreprise. » Un cri de stupeur parcourut la salle. Plusieurs chaises raclèrent dans le sol. Laurent devint blanc comme un linge. « Quoi? Ce n'est pas possible. Vous mentez. » Renard, imperturbable, leva un dossier. « Les documents sont ici. Je peux les présenter à tout investisseur ou journaliste présent. » Madame Dupré faillit s'effondrer. « Non, pas elle, pas cette fille-là, » murmura-t-elle avec une voix cassée. Mais Renard n'avait pas terminé. « Concernant Madame Élise Carrel, nous avons transmis à la police un dossier complet comprenant plusieurs cas d'escroquerie sentimentale. Selon les analyses préliminaires, l'enfant qu'elle prétend porter ne serait pas lié génétiquement à Monsieur Dupré. Ces informations ne relèvent plus du secret professionnel, car une procédure judiciaire est déjà en cours. » Un flot de murmures submergea la salle. Élise recula en secouant la tête. « Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. » Renard la regarda avec une neutralité glaciale. La justice, elle, en a le droit. 2 policiers en civil présents sur place se dirigèrent prompts vers elle. « Madame Carrel, vous devez nous suivre. » Élise tenta de s'échapper, mais ils l'entourèrent rapidement. Elle cria « Laurent, aide-moi !» Laurent détourna le regard, incapable de lui offrir quoi que ce soit. La scène était désormais un théâtre de ruines. Les journalistes filmaient chaque seconde. Les invités prenaient dans leur distance. Les soutiens financiers tournaient le dos à la famille Dupré. Laurent tomba à genoux devant Kendria. Les larmes qu'il n'avait jamais versées pour elle sortaient désormais dans un chaos honteux.
Pardonne-moi, je t'en supplie, je sais que je t'ai blessé. Donne-moi une autre chance, je ne peux pas tout perdre. » Kendria fit un pas en arrière. Elle regarda cet homme qui lui avait brisé le cœur et exposé sa fille à un froid mortel. Elle sentit une compassion étrange, mais qui n'avait rien à voir avec une volonté de pardonner. « Tu n'as pas perdu à cause de moi. Tu as perdu parce que tu croyais que personne ne t'arrêterait. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne peux pas te sauver de toi-même. » Laurent tenta de s'accrocher à sa robe, mais elle recula encore, calmement. « Ne me touche pas. » Il resta agenouillé sur le sol, entouré de flashs, de murmures et de honte. Renard s'approcha de Kendria. « Nous pouvons partir si vous le souhaitez. » Elle hocha la tête. « Oui, ce spectacle est terminé. » Elle quitta la salle avec une dignité qui contrastait avec le désordre qu'elle laissait derrière elle. 1 mois passa après le gala, puis 2, puis 6. La tempête médiatique qui avait englouti la famille Dupré ne s'était jamais calmée. Les actions de leur entreprise avaient chuté de manière irréversible. Plusieurs enquêtes avaient été ouvertes pour fraude, exploitation et dissimulation d'informations. Les investisseurs s'étaient lentement retirés. Les partenaires de commerciaux avaient rompu les contrats. Le nom Dupré, autrefois prononcé avec admiration, était devenu un avertissement sévère dans le milieu des affaires. Madame Dupré vivait désormais recluse dans un appartement modeste de la banlieue. Elle sortait rarement, de peur d'être reconnue. À chaque apparition publique, les regards la poursuivaient, chargés de jugement. Les associations qu'elle soutenait autrefois avaient su retirer son nom de toutes leurs listes. Son empire social s'était dissous en poussière. Élise, quant à elle, avait été arrêtée puis transférée dans un centre de détention en attendant son procès. La presse dévoila plusieurs affaires de fraude amoureuse liées à son passé. Les messages retrouvés sur son téléphone prouvaient qu'elle utilisait des grossesses fictives pour extorquer de l'argent. Elle ne bénéficia d'aucun soutien public. Son nom était mentionné régulièrement dans les journaux, associé à une longue liste de victimes. Le sort de Laurent n'avait pas été plus clément. Après la reprise du contrôle de l'entreprise par le groupe Moreau, il avait été interrogé, audité et finalement démis de toutes ses fonctions. Sa maison avait été saisie, ses comptes bancaires avaient été gelés. Il dut accepter un emploi de nettoyage dans un centre commercial pour payer ses dettes. Chaque fois qu'il poussait la serpillière le long du carrelage froid, il revivait le moment où il avait jeté les valises de Kendria dans la neige. Le contraste lui arrachait parfois un souffle désespéré. Un matin, alors qu'il essuyait le sol près d'une boutique, une cliente le reconnut. « N'êtes-vous pas Laurent Dupré ?» demanda-t-elle d'un ton incrédule. Il baissa la tête. « Je préférerais que vous ne posiez aucune question. » Elle prit une photo malgré lui. « C'est incroyable comme la vie peut tourner. » Il ne répondit pas. Il essuya simplement la trace d'eau devant lui, tentant de disparaître derrière le geste répétitif. Il n'avait plus aucun combat, plus aucune force, seulement une honte silencieuse. Pendant que l'hiver social des Dupré s'assombrissait, Kendria construisait un monde nouveau. Un matin d'automne, elle se tenait dans la salle de réunion du siège du groupe Moreau. Une longue table en bois, claire, traversait la pièce. Les collaborateurs discutaient autour d'elle avec respect. Son rôle de présidente n'était pas un masque. Elle travaillait chaque jour avec un souci réel du bien-être collectif. Elle avait créé un département dédié à l'accompagnement des mères isolées et des enfants prématurés. Le projet était né d'un besoin intime de transformer sa propre douleur en force. Renard entra dans la salle avec un dossier. Le comité a approuvé la création officielle du fonds Moreau pour les mères en difficulté. Le premier centre ouvrira le mois prochain. Kendria sourit avec sincérité. « Merci. Ce projet me tient à cœur plus que tout. » Renard inclina légèrement la tête. « Votre détermination a inspiré beaucoup de gens. » Elle ressentit une chaleur douce en entendant ces mots.
Son regard se posa sur la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers le verre. Je veux que ce centre soit un refuge, un endroit où aucune femme ne sera traitée comme je l'ai été. Renard lui tendit un document à signer. Vous êtes en train de laisser une trace importante, pas par vengeance, mais par reconstruction. Elle approuva d'un geste calme. Lorsque la réunion se termina, Kendria se rendit à son bureau, un espace chaleureux décoré de photos d'Amara et de dessins d'enfants. Amara avait désormais presque 1 an. Elle marchait en tenant les doigts de sa mère et riait chaque fois qu'elle apercevait son reflet dans une vitre. La petite occupait une grande partie du cœur et du temps de Kendria. L'après-midi même, Kendria se rendit dans la nurserie de l'entreprise, un service qu'elle avait créé pour que les employés puissent travailler sans culpabilité. Amara jouait au sol avec des cubes colorés. Quand elle aperçut sa mère, elle tendit immédiatement les bras. « Mama », Kendria la souleva avec tendresse. « Tu as passé une bonne journée, mon trésor ?» La petite posa sa tête contre son épaule. Kendria promena sa main dans ses boucles. Elle ressentit une paix profonde. Il n'y avait plus de tension dans son corps, plus de cicatrices ouvertes, seulement des histoires qu'elle avait transformées en force. À la fin de la journée, Kendria se rendit à la sortie du bâtiment. La neige commençait à tomber à nouveau. Elle sortit le billet de 10 € qu'elle gardait dans son sac depuis des mois. Elle le regarda longuement. Elle se souvint du froid, de la douleur, de la peur, mais aussi du moment où tout avait basculé vers la lumière. Près de l'entrée se trouvait une grande boîte de dons destinée au nouveau centre d'accueil. Kendria y déposa le billet sans hésiter. Amara observa le geste avec curiosité. « Un jour, » murmura Kendria, « tu comprendras que ce billet n'était pas un rappel de faiblesse, mais un symbole de renaissance. » Elle sortit du bâtiment, tenant Amara dans ses bras. La neige tombait doucement, mais cette fois-ci, elle n'apportait aucune morsure. Elle ressemblait à une bénédiction silencieuse.